C'est très important de revenir sur ces bruits de bottes. Riyad Sedawi, je voulais vous poser une question qui va nous permettre de continuer à comprendre. Quel rôle, selon vous, jouent les pays du grand voisinage, à la fois les pays d'Afrique du Nord et de la région méditerranéenne, mais aussi les pays qui ont joué un rôle leader pendant la guerre de 2011. Je pense notamment à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Italie. Quel rôle jouent ces différents pays? Est-ce que vous pouvez nous dessiner une carte des influences et de la situation actuelle? Excellente question, merci. Bon, parce que moi j'ai structuré ma conférence, on a parlé des racines de la guerre civile dans la situation révolutionnaire elle-même, qui se caractérise par la cassure de l'armée libyenne. Et deuxièmement, donc, les éléments qui nourrissent cette guerre civile libyenne. J'ai divisé ces éléments entre des éléments d'ordre interne, donc des choses propres à la population libyenne, propres à la culture libyenne, et d'ordre externe, les interventions étrangères. Si vous me permettez, peut-être je suis mon analogie un petit peu en sciences politiques. Donc, au plan interne, il y a un manque quasi total de la culture démocratique, democratic culture. Quand j'utilise des concepts, parfois en arabe, français, anglais, pour montrer ces concepts, c'est pas une expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux vulgariser ça. Par exemple, democratic culture, en Mauritanie aujourd'hui, au Burundi, si un colonel, chef d'état-major, le soir, à côté d'un verre, dit, et alors, qu'est-ce que vous pensez si demain on va occuper le palais présidentiel et lancer le communiqué numéro 1 pour le pouvoir? Pourquoi pas? C'est une belle idée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une culture démocratique. Si le chef d'état-major de l'armée française fait une réunion chez lui le soir, après 3 verres de Bordeaux, il dit alors, qu'est-ce que vous pensez si demain on occupe l'Élysée avec nos chars et on prend le pouvoir et on va installer un char, 2-3 chars à France 24, etc., notre à TF1 et on prend le pouvoir? Ils vont le prendre pour un fou. Pourquoi ils vont le prendre pour un fou? Parce qu'il y a la culture démocratique enracinée. Cette culture existe. En Libye, ça n'existe pas. Il y a un vide total. On a fait des élections sans la création, la construction des partis politiques. Or, les seuls qui étaient organisés sont les islamistes, parce qu'ils ont, les frères musulmans, je parle, parce qu'ils ont une organisation mondiale et soutenue par le Qatar, la Turquie. Ils ont fait un compromis avec les Américains, ils sont exilés, etc. Comme en Tunisie, ils ont gagné les élections en octobre 2011, le 23 octobre 2011, parce qu'ils étaient les seuls, ceux qui ont ce que nous appelons the capacity of organization and mobilization, la capacité d'organisation et de mobilisation. Les autres ne sont pas même construits, ces partis politiques. Les acteurs politiques en Libye, les tribus sont aujourd'hui plus forts que les partis politiques. Donc, l'absence de cette culture démocratique ne peut pas avoir, ce n'est pas une baguette magique, comme ils ont fait les Américains en Irak, boum, 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 détruire cet État, cette armée, vous avez des élections, freedom for Iraq, that's the democracy. Voilà. Pour revenir à la Libye, d'accord. Comment vous voyez la configuration actuelle, notamment des pays voisins? Je pense aux pays, encore une fois, d'Afrique du Nord, aux pays du Moyen-Orient et aux pays européens. On va faire une typologie d'intervention étrangère. Pour Fajr Libya Tripoli, sont bien soutenus militairement et financièrement par le Qatar et la Turquie. Et les Britanniques, c'est un paradoxe, je viens de lire des articles, soutiennent Fajr Libya. Ils ont dit même Fajr Libya est en train d'encercler Daesh, les islamistes radicaux à Sirte. C'est parce qu'il y a les anglo-saxons, à mon avis, qui sont entrés dans un grand compromis avec les frères musulmans, au Maghreb, au nord d'Afrique, et en plus ils ont une relation historique avec le wahhabisme saoudien qui règne au Qatar et en Arabie saoudite. Donc là, pour Fajr Libya, ça n'empêche pas que de l'autre côté, aussi à Tobruk, c'est soutenu largement par les Émirats arabes unis, qui ont entré en guerre totale contre les frères musulmans. C'est un pays de Golfe, voisin du Qatar, mais anti-islamiste, et l'Égypte.
Bon, pour moi, et dans les relations internationales, nous savons bien que quand on regarde la carte, les pays voisins qui ont une frontière commune, ils ont le droit de regarder, ils ont le droit de savoir ce qui se passe de l'autre côté. La France a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe à sa frontière avec l'Allemagne, qui est ce Hitler, qui est ce Mussolini, etc. C'est un droit et un devoir de ses services secrets, etc. Donc, la situation en Tunisie ou en Algérie ou en Égypte, moi je pense que c'est légal de savoir ce qui se passe en Libye et d'essayer d'intervenir d'une manière ou d'une autre, souvent c'est discrète, afin de modifier la donne. La Tunisie, avec le Troïka par exemple, a été pro-Fajr libyen, parce que le pouvoir était islamiste, donc il était pro-Fajr libyen, le gouvernement islamiste à Tobruk. Pour l'Égypte, c'est en faveur de Tobruk. Pour l'Algérie, c'est un peu flou. Et pour parler aussi de la culture démocratique, par exemple, les élections de juin 2014, les islamistes ont perdu les élections. On a dit que les confrères musulmans, confrères sophies ont joué un grand rôle aussi. Le taux de participation 14-15%, bon, on ne peut pas le calculer bien, mais moi j'étais à Genève, hein, on a fait des élections récemment, le taux de participation c'est 27%. Hein. À Versoix, j'habite, c'est 27%. Hein. On a un camarade qui a le taux de participation n'a pas dépassé 27%. Le problème avec la culture politique est où même vous gagnez avec 51%. Les 49% disent on n'accepte pas les résultats. Le processus démocratique est bloqué. Vous savez bien, dans les démocraties occidentales, on entend tout le temps la phrase magique. Sarkozy, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? J'accepte ma défaite et je félicite mon concurrent. C'est magique. C'est ça, la culture démocratique. Si je gagne à 51%, les 49% ou 20%, allez, on ne va pas parler de 49%, 20% dit non, votre démocratie, moi je n'accepte pas vos résultats. Le processus est bloqué. Il n'y a plus de culture démocratique. On revient au premier carré, on revient à une nouvelle négociation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on peut faire? Parce que la démocratie, là, ne fonctionne pas. Dès qu'une partie, même elle est minoritaire, même 20-30%, a perdu les élections, oui. C'est pour cela, vraiment, j'approuve, je soutiens la thèse de notre ami diplomate, il connaît bien les faits surtout, que la démocratie, c'est le compromis. Si les Libyens veulent arrêter leur guerre civile et que la démocratie fonctionne, ils doivent se mettre à table et ils doivent donner des concessions. Et il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Je l'ai bien marqué ici. Il faut avoir la chose comme suivant, ni vainqueur, ni vaincu, on va construire ce pays. On a de pétrole, c'est un gâteau à partager. Le pétrole, c'est 70% dans le sud, 30% dans l'est, l'ouest n'a rien du tout. Très bien, on va continuer à sérier les questions. Justement, on entend beaucoup parler, Patrick Amzadeh, d'intervention étrangère. Comme vous le disiez, les appels se succèdent, on a plusieurs ballons d'essai, même en France, on a eu des positions très battant-guerre du ministère de la Défense à un certain moment, qui nous disait que la guerre était imminente, que l'intervention était nécessaire. On a eu le même son de cloche du côté du ministère de la Défense italien, et de manière très assumée, l'Égypte revendique la possibilité de constituer une force qui devrait pouvoir intervenir en Libye. Est-ce que, à cette aune-là, vous pensez qu'il faut réévaluer, pour nous, opinion publique et même médias, la menace que représente l'État islamique? On a beaucoup agité la menace de l'État islamique qui s'est matérialisée par des actes terribles, particulièrement choquants, notamment à Sirte. Est-ce que vous avez l'impression que, pour dire les choses clairement, l'État islamique est un peu le prétexte qu'on nous trouve pour justifier une intervention étrangère? Bon, oui, alors, d'abord, l'implantation de l'État islamique. Alors, encore une fois, j'ai du mal à parler dans le vide. J'ai des éléments, j'ai pas été dans les zones qui sont tenues, qui sont... Bon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est des sources libyennes, qui elles-mêmes sont souvent contradictoires. Donc, il faut faire la part des choses, là aussi,
entre la propagande, parce que beaucoup de gens ici finalement fonctionnent avec Daesh en regardant les vidéos de Daesh. Bon, une fois qu'on a eu la propagande, quelle est la réalité des choses? Alors qu'est-ce qui se passe à Derna? À Derna, effectivement, bon, là aussi j'ai fait tout un chapitre sur Derna, c'est une ville que je connais très bien, et c'est une ville très très attachante, dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Il y avait un chapitre dans votre précédent livre sur Derna. Oui, il y a un chapitre sur Derna, parce que déjà, sous Kadhafi, c'était vraiment une ville qui était attachante, qui était sociologiquement différente du reste de Jebel Ardab. Donc c'est une ville très intéressante, beaucoup de points de vue. Et effectivement, elle a été un des berceaux de l'opposition à Kadhafi. Alors l'opposition à Kadhafi, c'est vrai que ça prenait la forme de l'islamisme à l'époque, du djihadisme. Donc effectivement, ces gens-là sont partis à l'époque, en Libye ils étaient poursuivis, sont partis se battre sur d'autres théâtres et sont revenus en 2011. Alors, ils ont constitué un certain nombre de brigades, donc c'est la brigade Shuhada Abu Slim pour Derna. Et là aussi, les identités ne sont pas figées. Vous aviez des gens qui étaient d'anciens opposants de Kadhafi, d'anciens djihadistes, mais plutôt wahhabites, plutôt nationalistes, qui sont reconvertis dans une forme de ce qu'on voit, le terme salafi watani, qu'on entend en Libye maintenant. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient maintenant dans une logique internationaliste et qui étaient effectivement pour la mise en place d'un islam rigoriste. Donc cette brigade, peu à peu, s'est radicalisée sous l'influence de certains chefs. Et donc on a eu un pôle assez fort à Derna et une absence bien sûr d'autres milices révolutionnaires pour faire le penchant. Alors un certain nombre de ces gens sont aussi partis en Syrie et en Irak depuis 2011, se battre, et ils sont revenus à l'été 2014 après l'offensive de notre cher général Haftar. Parce qu'effectivement, ils sont venus se battre, un peu, pas vraiment à Derna, mais surtout à Benghazi d'ailleurs, puisque c'est à Benghazi que les combats se passent. Mais à Derna, il y a un certain nombre de radicaux qui sont venus, et dont certains ont fait allégeance maintenant à l'État islamique. Alors, quel est le pourcentage de Libyens et de non-Libyens? Là aussi, j'ai des chiffres qui varient de 20 à 50%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Libyens, donc qui sont quand même, qui ont peu de chances de s'implanter dans la durée, et qui arrivent finalement à s'implanter là où il n'y a pas d'autres unités ou milices locales avec une forte légitimité révolutionnaire. Donc c'est le cas un petit peu dans le centre de Derna, parce que les autres milices ont abandonné le terrain, et c'est le cas à Sirte aussi. Pourquoi Sirte? Parce que Sirte, tout simplement, c'était, on l'a vu en 2011, c'est une ville qui a été quasiment extrêmement, presque rasée, puisque c'était le fief de Kadhafi, et donc il n'y a pas eu de milice locale forte, je dirais de milice révolutionnaire, qui a émergé. Donc finalement, on avait un vide qui a été occupé par les gens de Misrata, qui est la grande ville. Misrata, donc c'est eux qui sont venus, je dirais, occuper le terrain sécuritaire à Sirte, et bien sûr, avec un rejet des populations locales. Donc les gens de Sirte ont vu ces gens de Misrata, ou de Homs, ou de Zviten, comme des armées d'occupation. Donc on peut imaginer qu'un certain nombre de jeunes, et c'est pas pour ça, encore une fois, que les Kradat Fas sont forcément des fous furieux de l'islam radical, mais c'est qu'effectivement, ils ont pu donner un certain soutien à des gens de l'État islamique pour s'implanter dans cette région, notamment parce qu'ils combattaient le même ennemi. Enfin, Misrata étant considéré comme un ennemi après ce qui s'est passé en 2011. Donc vous voyez que là aussi, il faut se garder l'idéologie. On a aussi des jeunes qui adhèrent sur des bases individuelles à ce type de mouvement, comme partout dans le monde. On le voit bien, c'est pas un quartier ou une famille forcément qui... Et là aussi, c'est une des nouveautés de la guerre civile de 2011, c'est qu'on a eu une rupture intragénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a eu
savez, la société libyenne, c'est une société très traditionnelle, où traditionnellement, le père avait l'autorité, les enfants... bon, eh bien, là, on a de plus en plus de cas, où que ce soit les pères, ou les chefs de tribu, ou les chefs de village, ne contrôlent plus leurs jeunes. Donc je dirais que j'ai toujours du mal à plaquer sur une communauté ce qui souvent ressort d'initiatives individuelles. Voilà, donc l'autre facteur, je dirais donc l'État islamique bien sûr, se développe sur ce terreau, absence d'État, ils ont des financements, ils ont de l'argent, ça c'est sûr, donc ils ont les moyens de là aussi assir toute la ville est ravagée, de faire tourner le commerce, de monnayer des gens, y compris des Africains subsahariens, des gens qui sont candidats au passage, qui sont là depuis des mois, qui sont désespérés. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont convertis. Donc est-ce que ça va être de la main-d'œuvre ou des gens qui vont se faire sauter? C'est très difficile, mais en tout cas, ça sert leur propagande. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que militairement, ils sont dans des zones extrêmement enclavées. Ils ont en face d'eux des milices qui sont beaucoup plus puissantes et qui, pour certaines, sont déterminées à les combattre. Et donc, je dirais qu'on n'est pas encore dans un scénario où Daesh peut vraiment prospérer dans la durée en Libye. Donc, je dirais que la meilleure façon de lutter contre l'État islamique, c'est la reconstruction d'un État ou de deux États, hein, on verra quelle forme ça prendra, je ne sais pas, ou de plusieurs États, en tout cas en Libye. Hein, et c'est pas du tout de rejouer encore une fois ce qu'on a joué ailleurs, envoyer des commandos, faire des bombardements, envoyer des drones, parce que je suis convaincu que ça ne fera que nourrir la propagande de ces groupes, radicaliser davantage de Libyens et finalement entretenir une logique de guerre qui est omniprésente. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question sur l'intervention? Et si vous pouviez en plus répondre à une question qui est de savoir quels seraient les scénarios de cette intervention militaire, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de projection de force? Est-ce que aujourd'hui on en débat dans les états-majors, notamment d'Europe et d'Europe du Sud? Est-ce que vous pensez que ce sont des scénarios qui sont crédibles? Alors, moi, je vais répondre à votre question. D'abord, je termine juste sur la culture politique, la culture démocratique. Je dirais que, en ce moment, malheureusement, la culture qui prime, c'est une culture de guerre. Donc, l'erreur, c'est de faire une lecture avec des grilles d'analyse politique classiques d'une société qui est en guerre civile. Et là, on a toutes les chances de se tromper. Parce qu'effectivement, comme je disais, il y a une rationalité, mais ce n'est pas la rationalité du temps de paix. Donc, là, en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, il y a un clip qui circule, c'est un clip de rap d'un rappeur de Benghazi qui s'appelle Volcano et qui chante une chanson qui s'appelle C50, c'est le nom d'un explosif. Enfin, il est extrêmement visionné par la jeunesse libyenne. Enfin, c'est un clip d'une grande violence, hein, avec des scènes de combat, d'arrestation, de torture de gens, des cadavres. Et cette culture de la mort, cette culture de la violence, elle est omniprésente. Donc, si vous voulez, la culture démocratique, c'est aussi quelque chose qui, c'est pas on décrète des élections, des institutions, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui prendra peut-être 1 ou 2 générations. Hein. Donc, je suis pas du tout pessimiste, mais je pense qu'il faut être un petit peu réaliste aussi là-dessus. Alors, s'agissant de ce qu'on entend ici beaucoup, bon, je ne suis pas dans poser la question au ministère de la Défense, mais bien sûr, les états-majors sont payés pour planifier des opérations que les politiques leur demanderaient. Donc je dirais que, bon, c'est vrai que la France, on a des voix assez dissonantes. On a eu plusieurs déclarations du ministre de la Défense qui parlent d'intervention, qui se comprennent un petit peu dans le sens où la France est en guerre au sud, au Mali, au Niger aussi. Et donc les préoccupations de l'armée française, c'est ce qui peut venir du sud libyen. Donc je dirais que le ministre de la Défense, il est un petit peu aussi le porte-parole de ces militaires qui sont au quotidien confrontés à des armes ou des personnes qui viennent de Libye. Bon, après, la deuxième préoccupation qu'on a vue ces dernières semaines, c'est ces questions d'immigration, hein, qui est effectivement dramatique. Mais là aussi, on entend tout et son contraire.
Hein, quand vous entendez on va tuer les passeurs, on va bombarder les ports. Alors la Libye, c'est 2000 km de littoral. Hein, les gens ne partent pas des ports, hein, ils partent des plages avec des Zodiacs, ils embarquent en mer en pleine nuit. Donc c'est extrêmement compliqué dans un pays souverain. Ça voudrait dire que c'est la fin aussi de la souveraineté libyenne. Donc là aussi, on a d'autres discours, je dirais, plutôt déclamatoires qui se mettent en place en Italie, en France, qui à mon avis sont là pour peut-être surfer sur une opinion publique.